1,90 €, c'est le prix d'un voyage en transport en commun à Metz. Une somme qui en dérange plus d'un. Moi, mon mari et maintenant ma fille, j'achète pour un mois le ticket et on dépense plus 100 € par mois pour charger le ticket. Je pense que ça serait vraiment un avantage de ne pas pouvoir payer les bus, pas faire comme le Luxembourg par exemple. Ça serait plus pratique alors que certains étudiants bénéficient de la gratuité parce que les transports en commun c'est assez cher, même si je peux comprendre le prix. Un tarif estimé élevé, mais pour une offre de transport jugée qualitative. Moi j'aime bien la tranquillité qu'il y a dedans et puis tout est propre. Au niveau horaire c'est bien pendant les vacances. Moi je vais prendre la ligne C12, bon on en aura une plus ça serait bien, mais dans l'ensemble on peut circuler en ville largement. En France, 35 villes et agglomérations proposent des transports en commun gratuits, entraînant une hausse de la fréquentation. Pour notamment répondre à la crise sociale et écologique, une vingtaine d'organisations mosellanes issues de l'opposition souhaitent mettre en place ce modèle. Si on veut le faire passer, il faut que ce soit attractif. La gratuité, c'est l'attractivité du modèle pour permettre aux gens de dire voilà, c'est peut-être quand même mieux que je prenne le bus et en plus ça me donne un peu quand même bonne conscience par rapport à la planète. La mobilité, c'est un droit et qu'actuellement, avec toutes les difficultés que peuvent rencontrer les populations qui sont touchées par le chômage en particulier, les transports sont coûteux. S'il y a des villes en France qui ont réussi à le faire, pourquoi Metz n'arriverait pas à le faire ? Pour la ville, cet investissement est jugé colossal par la perte de 15 millions d'euros des recettes des tickets et une dépense supplémentaire allant jusqu'à 5 millions d'euros liée à une hausse de la fréquentation. Il faudrait que nous multiplions par 4 la taxe foncière de l'Eurométropole de Metz. En plus, cette gratuité qui a été pratiquée a un effet totalement pervers. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de reports des piétons et des cyclistes vers le bus que des automobilistes vers le bus. À ce jour, la pétition compte plus de 150 signataires. Une réunion publique sur les transports en commun est organisée le 18 avril prochain dans le quartier de Bellecroix. Pluviométrie, débordement des nappes phréatiques et douceur hivernale ont favorisé la multiplication de gîtes pour les moustiques. 2 des 13 espèces communes dans l'Aube sont particulièrement visées. Pour réguler leur présence, un hélicoptère adapté pour la démoustication a été mobilisé durant 3 jours. On traite de Nogent jusqu'à Lonsol environ, donc quasiment la région des lacs. Ici on a l'Aube, donc tout ce secteur a été fait ce matin. Et ce secteur, c'est la Seine, il a été fait ce matin également. C'est une année exceptionnelle. Cette année, on a traité 2 fois plus que les années précédentes en moyenne. Il faut savoir que sur les mois de novembre, décembre, janvier et février, on a une température moyenne qui est supérieure de 2,5 degrés par rapport à l'an dernier. C'est énorme et ça a vraiment accéléré la prolifération des larves. Actuellement, on a une espèce qui est en stade 4, donc juste avant de se transformer en nymphe. Et on a une autre espèce qui a éclos la semaine dernière. C'est particulièrement tôt vu que normalement on traite la 2e semaine de mars. Et elles n'éclosent qu'une seule fois par an. Donc si on les traite maintenant, on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Une intervention indispensable pour les 39 communes situées sur le périmètre de démoustication. Pendant 2-3 semaines, ce serait impossible de sortir dehors. Le but, c'est vraiment de réguler les moustiques. Ils servent notamment à la pollinisation, vu que quand ils ne nous piquent pas, ils se nourrissent de nectar. Ils peuvent même aider à la régulation de certaines espèces nuisibles, comme le lapin de Garenne, étant donné qu'ils leur transmettent certaines maladies, comme par exemple la myxomatose. Alors on adhère au syndicat de démoustication, c'est une adhésion volontaire des communes. Il y a des moustiques, il y en aura toujours, mais ça devient insupportable. Les cycles de reproduction étant différents pour chaque espèce, des actions au sol sont menées toute l'année. L'hélicoptère permet d'intervenir plus facilement au-dessus des bois et sur de larges zones en quelques heures. Il utilise un produit biocide qui s'appelle le bacille de Thuringe et c'est une bactérie qui ne cible que la larve de moustique. Les produits adultes sont beaucoup moins spécialistes et à moins qu'il y ait une invasion de moustiques tigres, on ne traite pas les adultes. Et cette espèce est par exemple présente sur les 3/4 des départements français environ. Pas encore déclarée présente sur l'Aube, mais elle est capable de transmettre 3 types de maladies comme le Zika, le chikungunya et la dengue, qui sont des maladies particulièrement problématiques. On s'y attend, les ARS, agences régionales de santé, travaillent beaucoup là-dessus. Dans le sud de la France, c'est une vraie problématique. Pour le moment, par chance, nous n'avons pas ce problème ici. L'ARS a confié cette surveillance des moustiques vecteurs de maladies pour l'homme aux spécialistes de la démoustication du SDDEA.
Utiliser la version moderne du mythique tube de la marque au chevron, c'est tout un symbole. Après la Haute-Loire et la Drôme, la caravane des ruralités a fait étape ce début de semaine dans les Vosges. Nous sommes ici à Mirecourt, à la ferme de Braquemont du campus agricole et forestier, une exploitation et un site de formation visités ce mardi par ce groupe composé de géographes, de cadres supérieurs des services de l'État ou encore d'artistes. Notre objectif, c'est vraiment d'aller au cœur des territoires, d'étudier toutes les filières économiques, mais aussi ce qui concourt à la vie, en fait. Et on essaye de se projeter jusqu'en 2050. On pose la question aux gens, ici, là, ça sera quoi en 2050 ? À raison d'un département par mois, l'idée est donc bien de prendre le pouls du dynamisme des diverses zones rurales de France, avec leurs atouts et leurs difficultés. La caravane des ruralités est un dispositif porté par 2 ministères, celui de la cohésion des territoires et celui de la culture, sachant que dans les Vosges, ce travail d'expertise et de concertation a pu s'appuyer sur le laboratoire de la ruralité, porté lui par la préfecture et l'association départementale des maires ruraux, dans tous les esprits bien sûr. Pourquoi pas la duplication de certaines initiatives locales. C'est-à-dire qu'il y a telle difficulté ou il y a telle pépite, il y a telle chance ici dans les Vosges, mais comment on la compare avec ce qui se passe dans le Cantal, dans le Pays Basque ou ailleurs. Et eux, ils ont aussi ce travail-là. Donc du coup, on s'enrichit mutuellement. On n'est pas là pour avoir un modèle descendant justement depuis Paris non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir créer du récit à partir d'exemples locaux et à la limite, c'est vraiment de la diffusion horizontale. Donc il y a cet enjeu-là qui me semble important. Des enjeux évoqués également ce mercredi matin, toujours à Mirecourt, lors de tables rondes. Il y a été question d'activités industrielles, d'aménagement du territoire ou encore d'innovation en matière de formation. Exemple ici avec le futur plateau technique du pôle forestier du campus mircursien. Prochaines étapes de la caravane des ruralités, la Haute-Garonne, les Deux-Sèvres ou encore les Hautes-Alpes. Elle arrive tout droit de Provins après une escale à Saint-Hilaire-sur-Romilly. La flamme olympique fait escale dans l'Aube toute la semaine. Ce mardi matin, les élèves de 6 établissements partenaires se sont réunis à la chapelle Saint-Luc pour accueillir le porteur de la flamme, Bernard Champenois. Ce matin, nous accueillons la flamme olympique, la flamme olympique, qui est arrivée dans le département lundi à Saint-Hilaire-sur-Romilly. Qui va parcourir différentes écoles sur l'agglomération et qui va finir à Rabru avant de passer au département suivant. Donc c'est un gros projet qui est né sur Facebook. Lancé sur les réseaux sociaux par une enseignante d'Indre-et-Loire, le projet a fait son petit bonhomme de chemin en parallèle de la véritable flamme olympique. Partie de Marseille au mois d'octobre, elle a déjà traversé plusieurs centaines de villes. Pour les élèves au bois, le relais est symbolique, mais l'émotion est la même. Souvent, on le regarde à la télé, mais du coup, ça nous fait un peu plaisir de voir la flamme passer dans les écoles. Pour moi, c'est important parce que ça représente les Jeux Olympiques. C'est un symbole de paix. Pour accompagner le passage de la torche, plusieurs activités sportives et rencontres sont programmées dans les établissements. À la chapelle Saint-Luc, Bernard Champenois, double médaillé aux Jeux paralympiques de Sydney, raconte son parcours aux élèves. Il y a quelques semaines, c'est la rameuse handisport Margot Boulet qui se prêtait au jeu du question-réponse. C'est important de les faire participer, ça peut leur montrer qu'ils peuvent faire du sport aussi, et puis peut-être parmi eux, peut-être un arrivera à décrocher le Graal aussi. On parle du sport, mais on parle aussi des bienfaits du sport, on parle du handicap à travers le sport. Et c'est vrai que le point commun de ces 2 athlètes, ça a été de nous montrer que le sport leur a permis de surmonter en fait les difficultés dues au handicap. Et ça, c'est un message qui est très important. À travers toute la France, près de 700 classes doivent se transmettre la flamme, qui, comme sa jumelle, arrivera à Paris juste avant les Jeux. Chaque école va mettre un témoignage du passage de la flamme dans le cahier, va présenter son école, présenter sa ville, son département. Et puis on met une petite étiquette, effectivement, avec les coordonnées de notre école. Donc là, on a bien vu qu'il y avait de très nombreuses étiquettes. La flamme, on commence à plus trop la voir. La flamme olympique passera par Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine, Troyes, Lénaud et Ramru. Elle poursuivra sa route la semaine prochaine dans la Marne.
C'était l'une des têtes d'affiche de cette deuxième édition, Feder, le DJ niçois, où plus d'1 milliard de streams. Electro Mountain Festival a fait trembler les murs de l'espace lac de Gérardmer en attirant pas moins de 2400 festivaliers sur 2 jours, dont un bon tiers ce samedi. Feder. C'est ce qui manquait dans notre région, en fait, un petit peu un festival comme ça, où c'est que nous, les fans d'électro, on puisse s'éclater, tout ça, parce que ça manque dans le coin, et du coup, bah voilà, je suis ravie. On est fiers, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers parce que c'est vraiment une ouverture culturelle très intéressante, accueillir de l'électro à Gérardmer. Franchement, c'est une super opportunité, surtout pour nous les jeunes, qu'on puisse participer. D'habitude, on va à la Bresse, Vanier, voir Nancy pour faire la fête, et là, c'est sur place, donc on est vraiment ravis. Et du haut de ses 9 ans, Martin lui a réussi à repousser l'heure du coucher. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, là, à cette heure-ci ? Bah, faire la fête. T'es pas censé te coucher normalement ? Non. Ah bah 9 ans, il adore l'électro, donc il a dit à papa maman faut y aller, donc on y est parti quoi. En première partie des DJ à la renommée internationale, 2 Vosgiens, dont Lou Musa, se sont fait remarquer. Pour lui, cette soirée était un moyen de se faire connaître. J'ai un projet musical qui sort cet été. Ça a été l'opportunité pour moi de le présenter. Les réactions étaient au rendez-vous, donc c'est d'autant plus motivant et ça donne envie de continuer à produire de la musique et à présenter ce que l'on aime. Quand on vient de province, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de travail derrière tout ce qu'on voit. Il y a de la confiance en soi à renouveler, des remises en question et c'est un travail de longue haleine. Les femmes étaient également représentées sur scène avec ce samedi Sarah Costa ici à l'image ou encore la veille Umbri. Une DJ par jour, c'était le souhait des organisateurs. À l'époque, quand je commençais, il y avait moins de femmes. Aujourd'hui, elles se montrent un peu plus, elles s'affirment plus, parce que c'est vrai que c'est un monde aussi où il y a beaucoup d'hommes. Mais du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, je pousse les femmes qui veulent devenir DJ à le faire, à être productrices, à vraiment à y aller, parce que c'est le moment. Il faut juste être soi-même, faire le son qu'on aime, et puis il n'y a que ça qui importe, quoi. 2 jours de fête au budget dépassant les 220 000 € et qui ont nécessité près de 10 mois de travail. C'est vraiment une très grosse organisation. On y travaille depuis quasiment le mois de juin, le temps que tout se mette en place. Donc c'est vraiment dur à organiser, très dur. Mais par contre, quand on voit ça, quand on voit le sourire des gens, tout s'efface. Et finalement, on se dit, waouh, c'était génial. Les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition, avec pour ambition la venue de guests toujours plus reconnus dans le milieu, mais aussi d'inscrire l'Electro Mountain Festival parmi les événements incontournables de la Perle des Vosges.